Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le Shot. Après The Lobster et The Killing of a Sacred Deer, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos, nouveau chouchou des festivals, revient avec The Favourite, un film d'époque dans la cour royale anglaise du début du XVIIIe siècle. La reine Anne, c'est Olivia Colman, entretient des relations un peu ambiguës avec son amie Lady Sarah et sa servante Abigail, ce sont Rachel Weisz et Emma Stone. Le film a été présenté à Venise l'année passée et il arrive sur nos écrans le 6 février après avoir décroché 10 nominations aux Oscars et le Golden Globes, notamment de la meilleure actrice pour Olivia Colman. Et pour vous servir ce shot, j'accueille Robin Genin. Salut Robin. Salut Alex. The Favourite, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport aux deux premiers films de Yorgos Lanthimos que tu aimes assez, hein, il me semble. C'est un réalisateur que tu as eu envie de suivre. Là, il semble qu'il a dépassé encore un autre stade, qu'il est encore plus haut et plus abouti peut-être dans sa filmographie. Alors moi, ce qui m'a surpris de prime abord, alors sans évidemment connaître toutes les tenants et aboutissants de cette histoire de Favourite, j'ai été assez surpris en fait qu'après The Lobster et donc Mise à mort du cerf sacré, il passe à un film d'époque. Parce que c'est vrai que c'est deux films qui abordent des thèmes très intéressants. The Lobster, c'est plus dans un futur assez particulier, hein. On va pas refaire les films, et puis un peu dystopique, et puis Mise à mort du cerf sacré qui s'ancre un peu plus dans notre époque actuelle, mais il avait toujours cette fascination pour la manipulation, donc la manipulation plutôt de masse dans The Lobster, puisqu'en fait c'était, pour faire très très simple, les célibataires en fait étaient parqués, on peut dire ça comme ça, dans des hôtels, et ils avaient un temps délimité pour trouver l'amour avant d'être transformé en animal. Donc il y avait ce côté manipulation. Et puis dans Mise à mort du cerf sacré, c'était un jeune qui s'infiltrait dans une famille en fait pour la manipuler un petit peu de l'extérieur. Jeter des sorts un peu. Et voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc je me suis dit, ouais, c'est un film d'époque, c'est assez étrange. Puis en fait, pas du tout. Après avoir vu ce film, on comprend parfaitement pourquoi il s'inscrit dans sa filmographie, qui continue en fait sur cette manipulation. Et là, ça va être plutôt un triangle en fait, un triangle de manipulation entre cette reine, tu l'as dit, qui est au pouvoir, mais qui a beaucoup de problèmes de santé, donc qui souffre un petit peu de sa, on va dire, de sa place, de son rôle en fait. Le rôle est peut-être trop lourd à porter pour elle. Et puis d'un côté, Lady Sarah, donc qui est sa confidente, voire même un tout petit peu plus. On n'en dira pas plus ici. Qui elle prend un petit peu en fait la gouvernance, on va dire, aide bien la reine, et puis l'arrivée d'Emma Stone qui à la base on la comprend comme une fille plutôt elle commence quand même dans la boue, hein. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est une fille. Voilà, on comprend qu'elle n'est pas forcément riche, qu'elle n'a jamais côtoyé le pouvoir, et du coup qui va. Elle vient de tout en bas, quoi. Voilà, qui va arriver dans ce château et faire un petit peu sa place. Et moi, ce que je trouve super intéressant avec The Favourite, c'est l'écriture de ces personnages qui est vraiment superbement travaillée, parce qu'on a ce triangle qui marche pendant 2 heures. C'est peut-être un tout petit peu long sur le début, on va dire, avant de se mettre en place, mais une fois que c'est parti, c'est très intéressant, parce que en fait ça va complètement déstabiliser peut-être même les a priori qu'on avait des personnages. C'est vrai qu'au début du film, on a peut-être plus d'affection pour Emma Stone, qui est justement qui a beaucoup de mal au début, puis en fait on va apprendre petit à petit qu'elle va aussi faire des actions pas forcément très sympathiques, donc on va remettre un petit peu en cause notre jugement pour accéder à la cour et accéder exactement au pouvoir aussi. Donc c'est vraiment c'est ça qui est super aussi, et c'est, je trouve, dans la continuité de Mise à mort du cerf sacré, c'est que en plus de manipuler ces personnages, ils nous manipulent nous avec les codes du cinéma finalement, avec simplement des dialogues, simplement comment je vais structurer mon film, comment je vais faire évoluer ces personnages, et ça marche, je trouve, très très bien, appuyé en plus à cela une mise en scène qui certes peut-être en fait un peu beaucoup, comme tu l'as dit, on sent quand même que c'est un film de festival, c'est-à-dire qu'il montre vraiment qu'il peut faire ses plans, donc il le fait. Donc ce sera peut-être un petit peu too much pour certaines personnes, mais moi il m'a transporté, notamment par sa gestion de la lumière.
Ah que ouais. je trouve absolument grandiose. Voilà, à cette époque-là, évidemment, on s'éclaire à la bougie. Les couloirs du château sont évidemment très sombres, et ça nous donne des tableaux, mais juste magnifiques, où justement on a ce jeu avec peut-être une torche qu'un personnage aurait dans ce couloir, qui va refléter sur son visage, avec les jeux d'ombre et de lumière qui sont vraiment magnifiques. Et je trouve que ça donne au film une ambiance et vraiment quelque chose de très très fort, et qui marche très bien. Est-ce qu'on retrouve un peu le côté dérangeant et malsain qu'il pouvait y avoir à la fois dans The Lobster? Enfin, dans The Lobster, il y avait plutôt un certain malaise un peu, et puis vraiment le côté malsain dans The Killing of a Sacred Deer. Vraiment, on y allait à fond là-dedans, où on sent en fait que Yorgos Lanthimos veut aussi manipuler quelque part son spectateur, traiter des manipulations au sein même de ses personnages, et également manipuler le spectateur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans The Favourite? Oui, mais moins fort que Mise à mort du cerf sacré, je pense, parce que on va dire que de par son idée et son histoire évidemment, et ses situations, Mise à mort du cerf sacré avait quand même des situations très dérangeantes, que ce soit visuel ou même de contexte. Enfin, il y avait vraiment des situations extrêmement dérangeantes. Enfin, je sais pas si peut-être que nos éditeurs l'ont vu, mais enfin, cette scène où les deux enfants rampent par terre et vont supplier leur père de les épargner. Enfin, visuellement, c'est affreux, tu vois. Et là, en fait, ça se jouera plus sur les situations, sur peut-être notre rapport aussi à l'humain, en fait, simplement à se dire que l'humain est capable de faire ça pour arriver à ses fins, de manipuler, de se marier pour finalement arriver à quelque chose. Donc c'est vraiment sur tous ces jeux de pouvoir finalement qui étaient on va dire en arrière, puisque on voit en fond dans le film, c'est la guerre, et d'ailleurs on le voit, c'est tout en filigrane au long du film. Angleterre contre la France. Voilà, donc c'est cette période de guerre qui est montrée, mais qui n'est finalement qu'un décor. C'est-à-dire que la vraie guerre se passe derrière, dans le château, palais, dans le palais, cette guerre finalement interne de manipulation de qui va diriger le royaume. Et voilà, c'est moins, je pense, moins trash que peut-être Mise à mort du cerf sacré, mais ça va, on va dire, le malaise va passer par ces situations, on va se dire, non, elle va pas faire ça quand même, elle va pas oser faire ça. Ah bah si, voilà. Vraiment un film de jeu de pouvoir, un grand film d'actrice, et un grand film surtout d'écriture, on va dire, avec cette mise en scène qui est aussi très très vertigineuse, aussi très expressionniste dans sa manière de faire, qui finalement peut-être dessert un petit peu le film. Moi, c'est la grosse réserve que j'ai avec Yorgos Lanthimos en général, et encore une fois dans ce film-là, c'est que je trouve qu'il en fait beaucoup trop pour pas grand-chose. C'est-à-dire que l'esthétique et la technique qu'il met dans sa mise en scène, notamment surtout dans la première demi-heure, est très gratuite et ne sert pas à chaque fois un message, un propos, une idée en fait de mise en scène, et plutôt là pour habiller le tout et montrer, regardez à quel point je suis fort, regardez à quel point mon film est beau. Oui, alors ça, ce serait effectivement peut-être le reproche qu'on pourrait lui faire. Après, c'est gratuit, mais c'est beau. Donc finalement, tu vois, c'est-à-dire que oui, sur un plan purement cinéma, c'est peut-être des mises en scène un peu gratuites, etc. Mais finalement, tu vois ces plans, puis tu dis ouais, mais c'est quand même sacrément beau. Donc finalement, oui, c'est une critique qu'on peut lui faire, et je comprends tout à fait. Mais moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. Il y a peut-être juste le fait. Et je pense que c'est tout à fait voulu en fait, dans cette idée un peu de huis clos où finalement ces personnages ne sortent jamais. Mais c'est peut-être ça aussi, sauf pour tirer du pigeon. Sauf pour tirer du pigeon et éventuellement rouler dans les feuilles au milieu de la forêt. Mais sinon, on est assez souvent quand même dans ce palais avec peut-être un peu souvent les mêmes décors qui se répètent. On sent que voilà, quand un personnage traverse la pièce, il n'y a pas 36 solutions pour la mettre en scène. Il a quand même trouvé une petite parade à ça, c'est-à-dire un fisheye qui ne marche mais absolument pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, alors s'il y a un truc à la mise en scène que je dois vraiment pointer, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée assez saugrenue, surtout dans un film d'époque, de mettre ces fisheyes, donc ce grand angle en fait qui écrase un peu l'image. Et qui rend un panorama quasiment à 180, mais qui du coup écrase l'image. Et c'est
dégueulasse. Ça vraiment, il y a 3-4 scènes, 3-4 plans comme ça qui sont vraiment super moches, on peut le dire, et qui pour le coup desservent, je pense, un petit peu. Mais sinon, ça marche bien, et comme tu l'as dit, les actrices principales sont juste superbes. Emma Stone est incroyable, celle qui joue, c'est Olivia Colman qui joue la reine, qui est splendide aussi. Vraiment, ce trio fonctionne, que ce soit par ses actrices et par l'écriture, en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, The Favourite de Yorgos Lanthimos, qui sort donc le 6 février, et puis qui a reçu énormément de nominations, que ce soit aux Oscars. C'est le plus grand nombre de nominations, je crois, cette année, avec égalité avec Roma d'Alfonso Cuarón. Ouais. Enfin voilà, c'est un film qui plaît bien, on va dire. Oui, après, il faut pas vous attendre effectivement à un film où il y aura beaucoup justement, on parlait de guerre, mais il faut pas vous attendre à des scènes d'action, il faut pas vous attendre. C'est un film avec une intrigue politique, c'est-à-dire que ça parle, ça manipule, ça manigance, ça parle. Donc il faut être conscient avant d'y aller. La tension, mais il y a quand même beaucoup de tension. Ah oui, il y a beaucoup de tension, évidemment, mais si vous n'avez pas envie d'un film bavard, il faut pas aller voir The Favourite, parce que c'est vrai que ça parle pendant 2 heures, mais c'est ça sa grande force, c'est parce que finalement, juste, entre guillemets, par ses dialogues et par ses situations, en fait, il nous crée la tension, il nous crée le malaise, et il nous fait un film très intéressant. Donc c'est le conseil de la semaine pour toi, Robin Jaunin. Merci beaucoup d'avoir servi ce shot sur The Favourite, donc de Yorgos Lanthimos. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez réécouter ou écouter tous les épisodes du Saloon sur SoundCloud, Apple Podcast, YouTube, Facebook vidéo, j'en passe et des meilleurs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut!